1959, des émeutes anticolonialistes d'une rare violence ont été sévèrement réprimées et ont ensanglanté Léopoldville. Tenu pour responsable de l'agitation nationaliste, Patrice Lumumba a été emprisonné, puis libéré par l'intervention de ses partisans, qui ont exigé sa présence à une conférence dite de la table ronde que les Belges ont organisée dans la précipitation pour préparer l'indépendance. Des élections ont eu lieu et à défaut d'une majorité franche pour un seul parti, il a fallu recourir à des coalitions. À une semaine de l'indépendance, Joseph Kasavubu a été élu président de la République et Patrice Lumumba, Premier ministre. On ne saurait imaginer un attelage plus mal assorti. On avait prévu 2 discours. Discours prononcé par les rois des Belges, qui constatent notre indépendance, qui nous remet l'indépendance, notre liberté, et la réponse du président Kasavubu. Le roi des Belges prononce un discours tout empreint du paternalisme de l'idéologie coloniale du XIXe siècle. Le président Kasavubu lui répond sur le même ton. Les choses se sont déroulées comme c'était prévu. À la surprise de tout le monde, Lumumba s'est élevé et il a fait un discours. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. C'était un incident diplomatique majeur. Quelques jours après l'indépendance, la force publique se mutine. Cette même force publique qui a été l'instrument de la répression contre les populations depuis les tout débuts de la colonisation. La mutinerie dégénère en violence incontrôlée. Des Blancs sont contraints à un exode désordonné. Immédiatement, les parachutistes belges débarquent au Congo. Une situation inédite dans la nouvelle Afrique indépendante. Après les émeutes, on va se réunir au camp Kokolo et là-bas, séance tenante, il y a des promotions qu'on décide. Ceux qui étaient des adjudants deviennent des colonels, des capitaux, des ceci, de cela. Donc, on nomme les nouveaux cadres de l'armée parmi les ploucs de la force publique. Et c'est ainsi que Mobutu, qui était premier sergent-major, lui, il est devenu colonel et chef d'état-major. Nous sommes jusqu'à aujourd'hui sous le chantage de ceux qui tiennent les armes. Depuis notre indépendance et jusqu'à aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui parlent ici. Le 11 juillet, le Katanga, la province minière la plus riche du pays, et son leader Moïse Tshombe font sécession et se proclament indépendants avec tous les symboles de la souveraineté. Les Katangaleux, surnom des Blancs qui s'étaient réfugiés en Rhodésie au moment de l'indépendance, reviennent en nombre. Au mois d'août, Albert Kalonji proclame l'indépendance de la province du Kasaï, connue pour ses ressources en diamants. C'est l'unité même du Congo indépendant qui se trouve menacée. L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seule fera la grandeur de notre pays.
Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique. Parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation. Très mécontent de ses propres forces de l'ordre et des casques bleus qui refusent de se mettre à son service pour mater la sécession katangaise, Lumumba se rend à New York pour tenter de remédier à cette situation. Mais il n'est écouté ni par l'ONU, ni par les États-Unis. Le Premier ministre, ne pouvant compter que sur une armée nationale en gestation, peu équipée et divisée, sollicite le concours des démocraties populaires de l'Est. Ce qui lui permet au moins de passer à l'offensive au Kasaï. On a vu par là que Lumumba avait des tendances à collaborer plutôt avec l'Est que l'Ouest. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. M. Devlin, un agent de la CIA qui a été ici, il a écrit un livre dans lequel il a reçu les ordres de Washington qu'il faut éliminer Lumumba. Donc il y a là une conjonction d'éléments, non seulement le fait qu'il était devenu dangereux pour la politique de l'Ouest, mais il était devenu dangereux aussi pour l'union minière et ceux qui encourageaient la sécession de Tchombe. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Mais Patrice Lumumba, qui dispose de la majorité au Parlement, révoque à son tour le président Kasavubu. C'est un blocage total des institutions dont se saisit le chef de l'armée, le colonel Mobutu. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Et l'armée l'impose. Le colonel Mobutu neutralise le président de la République et le Premier ministre. Mais le seul à être véritablement neutralisé, c'est bien Patrice Lumumba, toujours sous l'accusation d'être un communiste. Et d'ailleurs, Mobutu expulse les diplomates du bloc soviétique. Pour vous, les colonialistes, c'est les soviétiques. Mais le maître, ce sont les soviétiques, hein. Surtout le Khrouchtchev. Hein. Celui-là, c'est le fameux, c'est lui qui est comme le président des colonialistes. Commence alors le calvaire du Premier ministre déchu et placé en résidence surveillée. Un calvaire avivé par toutes sortes de rumeurs, de compromissions et de trahisons. Ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Pour l'observateur extérieur, il dit que je suis un perdant. Mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Ayant réussi à s'échapper de sa résidence surveillée, Lumumba a tenté de gagner la province orientale contrôlée par ses partisans. Mais il est arrêté le 1er décembre avec ses deux compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito. Aucune humiliation ne sera épargnée à Lumumba. Les soldats de l'ancienne force publique coloniale, dont il avait voulu faire une véritable armée nationale, ces soldats
se montre particulièrement odieux à son égard. On le met en prison dans les camps militaires de Tazville, aujourd'hui Mazangungu, et là, il va être transféré, n'est-ce pas, à Lubumbashi, par la décision de Mobutu. Je crois qu'ils étaient dans l'attente avec les gens du Katanga, qu'on dit là et là-bas, au moins il sera moins dangereux parce qu'il commençait déjà à soulever les troupes à partir de Tazville. Il faut masquer la réalité du complot contre Lumumba et ses deux compagnons. Des rumeurs fantaisistes circulent et des certificats de décès falsifiés tendant à accréditer une mort accidentelle le 9 février, alors que l'assassinat, lui, s'est bien produit le 17 janvier 1961. Ce sont les Belges qui l'ont assassiné. Suivant l'enquête, n'est-ce pas, menée par le Parlement belge, bon, ces gens ont avoué qu'ils ont pris Lumumba, eh bien, ils l'ont tué, ils l'ont dépecé, lui et ses compagnons, au Quito et un polo, et ils les ont jetés dans une cuve d'acide sulfurique. Il faut simplement être lucide, se rendre compte que l'histoire n'est pas une idylle, c'est vrai. C'est vrai que l'homme politique doit affronter la solitude, la trahison, la mort. Et Lumumba, sa grandeur, c'est qu'il ne s'est jamais fait aucune illusion. Très tôt, il a su. Et très tôt, il a su qu'il était entouré par une bande de crapules, par des gens qui allaient le trahir. Il le savait. Mais, en tout cas, il a quand même été jusqu'au bout. Et jusqu'au bout de sa passion. Une passion de courte durée, quelques mois seulement. Mais une passion qui résonne encore dans l'Afrique d'aujourd'hui. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'esclavage qui nous était imposé par la force. L'assassinat de Lumumba provoque une vague de protestations à travers le monde. Les ambassades de Belgique sont attaquées par des manifestants en colère. À New York, la maison de verre, siège de l'ONU, est envahie par un groupe de Noirs américains dont Lumumba était devenu l'un des héros de l'Afrique indépendante. Et n'oublions pas que nous sommes là en pleine guerre froide et qu'il ne pouvait pas en être autrement. C'était un monde bipolaire. Donc, il fallait choisir ou être avec le colonialisme et néocolonialisme et capitalisme, ou être de l'autre côté, tenter une expérience d'un développement non capitaliste.
Au contraire de l'Afrique dite modérée et pro-occidentale, les dirigeants de l'autre Afrique, l'Afrique progressiste, penchent ouvertement vers les États communistes. Certains leaders font des tournées remarquées en URSS, en Chine et dans les démocraties populaires, tout en se réclamant d'un socialisme particulier adapté aux sociétés africaines. Autre destination privilégiée, Cuba, où Fidel Castro a pris le pouvoir en 1959. En Angola, comme dans les autres colonies portugaises, prises à leur tour par la fièvre indépendantiste, le marxisme inspire toute une génération de jeunes leaders. Parmi eux, Mário de Andrade, intellectuel, étudiant à Lisbonne, réfugié à Paris, veut revaloriser la culture et la langue de son pays pour en faire une arme contre la domination coloniale. La culture était vraiment extrêmement importante, et surtout la poésie. C'était des poètes, il fallait être poète, il fallait écrire de la poésie, il fallait lire, il fallait tout connaître. Il y avait ce besoin de culture. Mário de Andrade et Agostinho Neto ne sont pas seulement des intellectuels retranchés dans leur tour d'ivoire, mais des combattants politiques prêts à s'organiser. Ben, ils ont créé un mouvement, voilà, parce qu'il fallait un mouvement. Il fallait qu'il y ait un chef, il fallait ceci, il fallait cela. Bon, ils se sont groupés, ils ont fait le mouvement populaire de la libération de l'Angola. Et puis ensuite, après de la Guinée, et puis ça ne faisait qu'un. Donc ils pouvaient défendre ensemble, mais chacun défendait les particularités de son pays. L'apprentissage des armes ne rebute pas ces intellectuels. Ils s'entraînent durement et passent du statut de théoricien de l'action politique à celui de guerrieros. Rendue nécessaire, la lutte armée est déclenchée en Angola en 1961 et se trouve facilitée par la proximité des deux Congos qui lui servent de base arrière. La répression est immédiate. Pour la soutenir, Salazar, à la tête de son Estado Novo, dictature qui se cache derrière une façade républicaine, en appelle une fois de plus à Lisbonne à la participation active de la nation. Sentimento é ao mesmo tempo bastante alto e profundo para inundarmos a alma neste momento, o da firme determinação de defender a integridade nacional. E é esta determinação que tem de ser interpretada em toda a parte como a valorosa e gritante afirmação da vontade de viver do nosso povo. Os pais e as mães dos portugueses que estão aqui, em júbilo ou em lágrimas, nada vem pedir, mas oferecer em holocausto à pátria o sangue do seu sangue e o mais puro dos seus afetos. Un autre intellectuel marxiste, Amilcar Cabral, né en Guinée-Bissau de parents capverdiens,
va rendre possible le mariage de ces deux colonies ouest-africaines du Portugal. Il crée le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert et en devient le leader évident et charismatique. E tinha uma enorme paixão pela África, pelos africanos e pela liberdade e pela dignidade das pessoas. Tudo isso junto deu o homem que foi o líder do fundador, o grande animador, líder do PAIGC. Era uma pessoa cheia de energia, com uma grande capacidade de trabalho, convicta, sabia muito bem o que queria, mas, sobretudo, conseguia transmitir a sua opinião, conseguia influenciar as pessoas, dar coragem e dar ânimo, alento aos seus companheiros. Há um outro lado interessante na ação de Amílcar Cabral, é a sua ida para a Guiné como técnico, como engenheiro agrónomo. Ele, como engenheiro agrónomo, faz o estudo sobre a agricultura na Guiné, ou sobre a agricultura na Guiné, deu-lhe a possibilidade de conhecer profundamente a Guiné. Claro que nesta terra ali tem problema de, como é que se nome, de água chove demais, por isso é preciso fazer réguas grandes, né? Para a água prepara sempre que tem coisa. Quem que lembra mais de ali? Foi bom? Hã? Chefe? Quem que é chefe? Ah, tem uma... Quem que lembra mais de ali? Quem é campeão de lembra ali? É quem? Ah, simpático. Maria Lima, ele leva direito? Maria Lima, por exemplo. Chega ali. Ele leva direito? Hã? E Sindade? Leva. E Lisa? E camarada? Ah, sim. É esse património, é essa bagagem que lhe dá a possibilidade de elaborar uma estratégia para a independência da Guiné e Cabo Verde. E a guerrilha, e até muitos diziam que não se entende como é que se consegue desenvolver uma guerrilha vitoriosa na Guiné, porque o espaço é pequeno, não há montanhas e era muito complicado. Mas sempre se pode, e se provou que se podia. Comme la plupart des guerres de libération populaire, celle qui gagne à son tour la Guinée-Bissau et le Cap-Vert enrôle femmes et enfants parmi ses combattants. J'ai vu beaucoup de cas que ce n'est pas correct. C'est pourquoi je rentre dans la lutte pour aider notre parti pour gagner l'indépendance, pour que nous puissions suivre notre propre chemin. On ne peut pas faire une guerre, on ne peut pas gagner une guerre si les femmes n'y participent pas. Parce que d'abord on sépare les ménages, puis ensuite il y a les enfants. Il faut que la femme soit d'accord, qu'elle accepte de souffrir un peu plus. Um deles, por exemplo, é o camarada Corca Jaló, que passa anos só naquela voz, é largado e busca um caminho de partida junto com nós. Tu queres buscar malandrice para enganar alguém, tu conversa, como ainda fazer Guiné melhor, você. Sem contar como aquela tarde demais. Guiné melhor, aí nós não fazer com o nome próprio. Não o povo que não fazer com o seu nome próprio. No cabeça ninguém vai fazer na terra melhor, nós não fazer nosso próprio com o nome. De nombreux combattants pour l'indépendance succomberont sous les balles de la redoutable police internationale de défense de l'État et celle des forces armées portugaises. Mais malgré le sinistre camp de détention de Tarrafal au Cap-Vert, haut lieu des tortures et symbole de la répression, la détermination contre le colonialisme ne faiblit pas. E o vento forte do sertão
responderão, Monangambe, Monangambe. Ah, deixa-me ao menos subir às palmeiras, deixa-me beber maruva e esquecer diluído nas minhas bebedeiras, Monangambe, Monangambe, Monangambe. Au Mozambique, celui qui tient les rênes du mouvement indépendantiste est aussi un leader rompu à l'idéologie marxiste, Eduardo Mondlane. Il est convaincu que la culture est une arme politique majeure. Mondlane foi o homem que acreditava na cultura moçambicana e a possibilidade de haver uma identidade moçambicana através da unificação de todos os moçambicanos de todas as tribos. Mondlane surge como, em primeiro lugar, um nacionalista que, tendo sido ele próprio trabalhador, que deu a sua força física para poder estudar, ele era um homem que era contra a exploração do homem pelo homem. Mondlane entrera dans la lutte armée quand la répression des forces portugaises au Mozambique atteindra son paroxysme. The more people they torture, the more ruthlessness they demonstrate in the way they treat populations, the weaker the moral position of Portugal becomes, and the more populations will join our liberation struggle. Acho que era difícil ter o diálogo com Portugal, mas como havia esses caminhos das Nações Unidas, pensamos que talvez houvesse uma abertura. E esperou-se até que houvesse uma organização capaz de dialogar, e que essa organização foi a Frelimo em 1962, mas vimos que os preparativos do governo colonial eram diferentes, era de confrontação. É assim que em 1964 a frente tomou a decisão de ir para a via armada. La question du passage à la lutte armée se pose aussi en Afrique du Sud, où les dirigeants du Parti national restent convaincus que leur pays pourra échapper au mouvement général des sociétés africaines. In the 1960s, as the South African government introduced increasingly draconian laws segregating Africans, preventing them from moving freely, from taking the jobs they wanted, and increasingly dominating every aspect of their lives, from birth to death really, what schools they could go to, where they would be born, where they would be buried, what kind of schooling they'd get. I couldn't believe in a God who supports an evil system. It just did not make sense. And the brutality of the system moves you. I mean, in the early 60s, I mean, the mid-60s around, one of my mother's sister was very sick. She had 7 operations because she had to do cesarean for every birth that she had to give. And she was critically ill in Bushbuckridge, had to be brought to Johannesburg, landed at our house in Soweto so that she can wake up and go to a better hospital, Baragwanath Hospital at that time. And she arrived during the night. And 2 o'clock in the night, the police came,
arrested her for being there without a permit. There was no time to apply for a permit, and kept her in a cement floor until 8 o'clock in the morning, when the white superintendent comes to pass judgment on her. And if you were in that house and you saw what they did, and purely in the course of promoting apartheid rather than dealing with crime, then you realize this thing must be very evil, and you could not live with it if you took seriously your faith. What's that? I'm coming now. Come to my wife. Kom, wees mee bij mij. Kom. Zet ik hier. Weet je zo? Kom nu terug. Kom even gaan kijken hoe lekker die stukjes hoor. Wat? Afijn, Mikey, man. Wat kom ik hier? Nee, doe maar. Ik zal als je recht maakt. Premier avocat noir de Johannesburg, Nelson Mandela devient rapidement, par son pouvoir de conviction, l'un des piliers de l'African National Congress, l'ANC. Il a organisé des campagnes de désobéissance civile et notamment le Stay at Home, refus de se rendre sur son lieu de travail. Le 21 mars 1960, à Sharpeville, un nouveau parti noir se voulant plus radical que l'ANC, le Pan African Congress, organise une manifestation pour dénoncer pacifiquement la pratique des passeports d'identification. La répression tourne au massacre. On relèvera officiellement 69 morts parmi les Noirs et près de 200 blessés par balle. Face à l'aveuglement meurtrier du gouvernement raciste, l'heure a sonné de changer de stratégie. There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, the show of force throughout the country, notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. Ce n'est pas un hasard si en 1960 le prix Nobel de la paix est attribué à Albert Luthuli. Bouleversé comme Mandela par le massacre de Sharpeville, Luthuli a publiquement brûlé son passe. Il a été banni dans sa région natale et il faudra 1 an aux autorités sud-africaines pour lui permettre d'aller à Stockholm recevoir sa récompense. A few years later, was killed allegedly on a railway crossing. We don't know to this day exactly what happened. Morts inexpliquées, multiples vexations, l'option de la lutte armée devient dès lors inévitable. Une lutte très dure, acculée à la clandestinité et soutenue par les couches populaires. Elle mettra plusieurs dizaines d'années pour venir à bout de l'apartheid, mais ne manquera jamais de l'appui d'artistes qui mettent à son service leur notoriété et leur engagement. Avril 1963. Alors que l'Afrique n'est pas encore totalement libérée, se tient dans la capitale de l'Éthiopie, pays symbole de l'indépendance africaine, un sommet des chefs d'État et de gouvernement.
Ce sommet d'Addis Abeba va-t-il enfin concrétiser un projet panafricain qui vient de loin? Une première conférence panafricaine, organisée par des Noirs de la diaspora, s'était tenue à Londres, capitale de la plus grande puissance coloniale. C'était en 1900 déjà. Si vous regardez dans l'histoire, surtout dans l'histoire de la diaspora africaine, parce que c'est là où l'idée du panafricanisme est venue, c'est là où il y a eu ce besoin d'Afrique, plus fortement même que sur le continent qui était sous le joug colonial. Vous savez, toutes les grandes luttes qui ont eu lieu, Toussaint Louverture, Simon Bolivar, dans tout cela, vous trouvez un peu de panafricanisme. Le mouvement panafricain a été incarné par de fortes personnalités de la diaspora, tels que le philosophe libérien Edward Blyden ou l'essayiste américain William Du Bois, combattant passionné de l'égalité des races, mais aussi le Jamaïcain Marcus Garvey, promoteur radical de la cause noire, ou encore le Dahoméen Tuvalu Wenu, créateur en France d'un mouvement radical pan-nègre. Sans oublier le journaliste communiste George Padmore, originaire de Trinidad. La conférence panafricaine de Manchester sera la dernière à se tenir en dehors du continent africain. Mais pour la première fois, les principaux ténors sont des Africains et non plus des Noirs d'Amérique ou des Caraïbes. Ayant déjà participé à la conférence de Manchester, Nkrumah organise à Accra une autre conférence panafricaine, celle des peuples, où il convie tous les partis luttant pour l'indépendance. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Our objective is African Union now. There is no time to waste. We must unite or we perish. I am confident that by our concerted effort and determination, we shall lay here the foundation for a continental union of African states. Tous les acteurs du sommet d'Addis Abeba vont-ils accepter de dépasser leurs frontières nationales et de se soumettre à la tutelle d'un gouvernement continental? Réticents pour la majorité d'entre eux, ils trouvent finalement un accord. La souveraineté des États indépendants est maintenue. La lutte pour l'émancipation doit être poursuivie, ainsi que la marche vers l'unité du continent. Mais dans l'immédiat, c'est bien la balkanisation que dénonçaient les Lumumba, Senghor et Nyerere qui se trouve ainsi légitimée. Le semi-échec d'Addis Abeba ne va pas pour autant décourager les apôtres du panafricanisme, tels l'Américain William Du Bois, qui en fut l'ardent défenseur jusqu'à la fin de sa vie. Sur cette terre d'Afrique, que ses ancêtres avaient été forcés de quitter en esclaves et qu'il avait élu comme dernière demeure dans le Ghana de Kwame Nkrumah. Mais après le déferlement joyeux des indépendances, c'est un vent contraire qui va se lever sur l'Afrique. Celui des partis uniques, des coups d'État militaires et de dictateurs dont certains furent des figures héroïques de la décolonisation.